Vous pouvez applaudir le ministre Éric Lombard et Marie Bizot, s'il vous plaît, qui viennent à nos côtés. Bonjour Monsieur le ministre, bonjour ma chère Marie. Merci de nous proposer chaque année un rendez-vous exceptionnel. On va laisser quelques instants nos amis photographes s'installer. Mesdames et messieurs dans les tribunes, je vais vous inviter à vous asseoir s'il vous plaît. Nos joueurs sont prêts pour leur échange de balles, certainement. On va vous demander un peu de silence s'il vous plaît dans les tribunes pour respecter ce qui se passe sur scène. Chère Marie, c'est à vous. Monsieur le ministre, soyez le bienvenu. Merci Nicolas. Monsieur le ministre, bonjour. Bienvenue sur cette scène de Roland-Garros. Et bonjour à vous tous par la même occasion. Alors, un contexte un petit peu particulier en cette semaine de rentrée. Le Premier ministre le martèle depuis le début de la semaine. Il le redira certainement devant vous sur cette scène tout à l'heure. L'heure est grave, à tel point qu'il va solliciter le 8 septembre un vote de confiance au Parlement. En attendant, le pays souffre, manque d'entrain, d'élan. Les chefs d'entreprise qui sont devant vous aujourd'hui sont dans un brouillard, j'ose dire, de plus en plus épais. Le risque est à nouveau un pays à l'arrêt. On l'entend depuis 2 jours dans les couloirs de Roland-Garros. C'est comme l'été dernier, mais en pire. Une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de vous demander, Éric Lombard, pour introduire notre discussion, peut-être qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces chefs d'entreprise en quelques mots avant qu'on commence à débattre tous les deux. Alors je vais commencer avec trois points. Le premier point, c'est un très grand merci. Et j'entends ce que vous dites. Moi, ce que j'ai vu, c'est que les entreprises françaises, cette année, sont en train de délivrer une performance remarquable. Je veux rappeler qu'au 2e trimestre, vous avez fait 0,3% de croissance, 3 fois plus que la moyenne européenne. Et je veux dire qu'au mois de juillet, ce pays dont on dit que ce n'est pas un pays d'entrepreneurs, ce qui est évidemment une ineptie, a battu un record. Au mois de juillet, 100 000 entreprises nouvelles ont été créées. 100 000 entreprises nouvelles ont été créées. Donc moi, je veux vous féliciter, vous remercier de votre énergie dans un moment, effectivement, où, oui, il y a eu la censure, il y a les tarifs, il y a le 8 septembre, mais merci de continuer à avancer. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Mon deuxième point, cher Patrick, merci. Merci parce que depuis mon arrivée à Bercy, on a, comme disent les diplomates, des relations franches et directes. C'est extrêmement précieux, c'est extrêmement utile. On se parle tout le temps. Lundi d'ailleurs, je ne sais plus ce qui s'est passé lundi, mais enfin, tu m'as appelé en disant, bon, bref. Donc cette qualité de relation, elle est essentielle. Et d'ailleurs, avec Patrick, on a élargi en créant un conseil des entreprises avec les autres fédérations patronales. Et ça, c'est très précieux. Et puis mon troisième point, c'est qu'il y a 3 fatalités historiques, parce que vous comprenez que je veux commencer sur une note positive. Il y a 3 fatalités historiques que nous avons traitées depuis 2017, depuis l'arrivée du président à l'Élysée. La première fatalité, c'est le chômage. Enfin, le chômage, pour beaucoup d'entre nous, a été le défi de toute notre vie d'adulte, notre vie d'entrepreneur. Je rappelle au passage que j'étais chef d'entreprise pendant 21 ans, dans des entreprises qui étaient internationales, qui se sont développées. Le chômage, aujourd'hui, il est à un plus bas niveau historique et cela tient. À tel point d'ailleurs que vous avez souvent du mal à recruter, à trouver, c'est un défi pour l'État, les personnes dont vous avez besoin. Le deuxième défi, c'est la désindustrialisation. Pendant 40 ans, on a eu cette folie de penser qu'on pouvait être une puissance économique sans usine et sans industrie. Je vois Ross en face de moi, je vois Alexandre Sobo. C'est une ânerie et depuis ces dernières années, évidemment, c'est très difficile parce que d'autres pays, notamment les États-Unis et la Chine, sont sur le chemin, mais on se bat pour réindustrialiser et on y parvient. Cette année à nouveau, on ouvre plus d'usines qu'on en ferme. Et d'ailleurs, j'étais mardi sur le terrain, dans l'Aube, pour soutenir la filière textile, le coq sportif qui a été sauvé grâce à l'aide de l'État. Et ce sujet, il est majeur. Et puis le troisième défi, c'est la technologie. On a raté
le thème des GAFA. Mais sur les technologies de demain, on est en pointe. Je rappelle que sur l'intelligence artificielle, chère Clara Chapa, on a au sommet de l'IA réuni 109 milliards d'euros d'investissement sur notre territoire, que sur le quantique, on est dans la course, et donc sur les industries de demain, on est dans la course. Alors après, il y a la quatrième fatalité, et je suis convaincu qu'on va la gérer, c'est celle de la dette. On suit la dette avec ma collègue Amélie de Montchalin, comme vous suivez vos comptes. Tous les mois, on réunit les directeurs de centrales et on regarde où on est l'exécution. Je peux vous dire que sur 2025, on est dans les clous. On sera au 5,4% de déficit venant de près de 6% l'année dernière. Les recettes sont là, les dépenses sont maîtrisées. On a fait 3 plans de refroidissement parce qu'il faut absolument que les dépenses soient maîtrisées. Et je vais vous surprendre, mais je suis convaincu que nous aurons pour 2026 et dans les délais un budget qui va nous permettre d'arriver à 4,6% de déficit et donc d'être dans la trajectoire sur laquelle nous étions engagés. Et je vois que vous avez l'air de tiquer. Alors, on admire collectivement votre volontarisme, mais il y a entre-temps le 8 septembre, Monsieur le Ministre, qui peut éventuellement briser ce chemin que vous commenciez à nous tracer. Et pardon, je vous ai coupé du coup, ce 8 septembre qui peut bouleverser les plans. Oui, le 8 septembre, effectivement, vous m'avez parlé de ça tout à l'heure. Le Premier ministre a souhaité, en amont de la séquence budgétaire, clarifier la situation et demander au Parlement de se prononcer sur la nécessité de réduire nos déficits. Oui. Et il me semble que c'est cela qui va garantir que précisément on puisse, à la suite de ce vote, et quelle que soit l'issue de ce vote, et le Parlement évidemment est souverain, continuer dans la ligne qui est la nôtre, qui est la seule qui est possible, qui est celle du désendettement, et j'espère que vraiment ce sujet sera partagé par les partis politiques. Parce qu'à la suite du 8 septembre, et encore une fois, quel que soit le vote, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons continuer à construire le budget pour 2026. D'abord, je veux vous rassurer, ce budget, on y travaille depuis plusieurs mois à Bercy, il est quasiment prêt. Les textes seront prêts, et en fonction des décisions qui seront prises, il sera transmis au Parlement début octobre. Mais surtout, le gouvernement en place va dialoguer avec les partis, puisque la réalité ne changera pas, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et donc le texte qui sera voté sera le fruit d'un compromis qui sera passé entre les partis du socle commun et les partis de gouvernement avec lesquels nous dialoguons en permanence. Je veux rappeler qu'après les annonces du Premier ministre le 15 juillet, nous avons reçu à Bercy l'ensemble des partis qui ont souhaité venir. Et après la mi-septembre, il y aura à nouveau ces dialogues qui vont nous permettre de parvenir à un accord équilibré, mais un accord qui va poursuivre la réduction de la dette, parce que c'est comme ça que nous devons fonctionner dans notre démocratie. Et qui est le garant de ce processus? Et surtout, qui est le garant que cette ligne que j'ai rappelée depuis 2017 se poursuive? C'est le président de la République, et il veillera à ce que tout cela puisse se poursuivre. Et je suis prêt d'ailleurs à vous donner quelques détails dans les minutes qui viennent. Alors, vous venez de nous dire plusieurs choses. Je vais essayer de les reprendre dans l'ordre, Monsieur le Ministre. Donc, vous nous avez rappelé notre niveau de dette. D'ailleurs, je ne sais plus si vous l'avez rappelé, 112% du PIB, de notre richesse nationale. On a des taux d'intérêt qui frétillent dangereusement ces derniers jours. On le voit à l'étranger, les commentaires ne nous épargnent pas. Les investisseurs peuvent-ils, dans cette période quand même extrêmement chahuté, encore nous voir comme un pays crédible, une économie solide, et je vais même oser poser la question, est-ce qu'on est à l'aube d'une crise financière compte tenu des mouvements sur les marchés financiers, boursiers ça, c'est un petit peu pour reprendre votre aspect, voilà où on en est sur la dette. On parlera de la suite après. Je ne crois pas à la crise financière parce que j'ai rappelé les 0,3% de croissance. Le pays est riche, le pays se développe, le pays est géré, il est tenu et les entreprises de France font le travail. Simplement, ces incertitudes que tout le monde voit, et je me suis entretenu ce matin avec 2 homologues européens, se traduisent par une augmentation du coût de financement de la dette. Et c'est très embêtant parce que derrière, c'est le coût de financement de l'économie.
raison pour laquelle il est important le plus vite possible de lever ces incertitudes. Et je suis convaincu qu'à ce moment-là, l'écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne, le coût de notre dette va diminuer, comme d'ailleurs il a diminué quand nous avons été nommés à la fin de l'année dernière. Et donc c'est pour ça que ce travail doit être mis en place de façon urgente, de façon à rassurer de façon définitive, ou en tout cas durable, les marchés financiers. Je veux dire que dans la dette qui est la nôtre et dans le déficit qui est le nôtre, nous sommes sur les marchés très régulièrement avec la Direction générale du Trésor et nous n'avons aucune difficulté à financer notre économie. Donc je veux rassurer là-dessus. Notre sujet, c'est le coût de la dette qui effectivement est trop élevé, mais encore une fois, les décisions que nous allons prendre vont permettre de traiter cette question. Alors, je renchéris quand même un petit peu. La question du FMI a été un petit peu dans le débat ces derniers jours. Et du coup, je vais vous poser la question de manière un petit peu provocatrice. On le voit depuis des mois, des années, et a fortiori dans le contexte politique dans lequel nous sommes, il est extrêmement difficile de réformer le pays. Est-ce que finalement, le seul moyen, aussi douloureux soit-il, pour qu'on arrive à avancer et que la prise de conscience soit réelle, ce ne serait pas que le FMI arrive chez nous? La bonne solution en démocratie, c'est que nous ayons un accord politique pour faire les réformes nécessaires. Et moi, je veux dire que cet accord, il doit d'abord se faire sur la protection des entreprises. Ce sont les entreprises, c'est vous qui créez les richesses, c'est vous qui créez l'emploi. Et je dois dire que je n'aime pas quand certains disent sur les plateaux, oui, la solution, c'est de plus taxer les entreprises. Nous avons besoin de vous. Et c'est pourquoi, dans le texte que nous sommes en train de rédiger, et je veux le redire de façon très claire, dans ce texte, il n'y a pas de surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, sur les grandes entreprises, qui avait été voté dans le cadre du budget précédent et sur lequel j'ai pris l'engagement que ce serait pour une année seulement et pas pour une autre année. Donc, ça n'est pas dans le texte. Alors, le crédit impôt recherche est quelque chose qu'il faut sanctuariser parce que c'est essentiel pour maintenir la recherche en France. La transmission des entreprises, et donc le Dutreil, c'est un élément absolument indispensable. Les allègements de charges, c'est extrêmement important. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui est dans le texte que nous allons transmettre au Parlement et que nous allons défendre, que cette majorité va défendre. Ce budget que vous nous dites avoir préparé, tout ça commence bien en amont de l'été, on comprend tous qu'il ne pourra pas rester en l'état. Vous venez de leur dire, vous n'êtes pas partisan d'un moindre effort fiscal demandé aux entreprises pour leur compétitivité, le Dutreil, le CIR, taxer les riches plus que prévu, ça n'était plus d'actualité. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que cela revienne à la faveur des discussions, négociations, tractations, je ne sais pas comment il faut appeler ça, que l'exécutif mène avec les oppositions pour espérer avoir ce vote de confiance avec des gages que vous seriez obligés de donner? Le Premier ministre l'a dit hier, tout sera discutable. Oui, tout sera discutable. Et ça peut faire peur ici. Tout sera discutable dans deux limites. Nous devons réduire le déficit. Et nous avons pris l'engagement de réduire le déficit, de réduire l'écart de 44 milliards d'euros. Et nous devons protéger nos entreprises parce que c'est ça qui fait l'emploi, c'est ça qui fait la croissance. Et j'en profite pour dire que dans les idées qui circulent, l'ISF a eu des effets assez nocifs dans notre pays pour que, évidemment, ce soit complètement écarté. Ce qui va être en débat, c'est quoi? C'est un certain nombre de mesures sur lesquelles on peut faire des arbitrages et on ne va pas les discuter ici, on va les discuter avec les parlementaires. Ce qui peut faire l'objet de discussions, c'est le partage de l'effort. Mais pour moi, le partage de l'effort, ce n'est pas une question entre les entreprises et le reste du pays, parce que j'ai dit ce que je pensais du rôle des entreprises. Le partage de l'effort, c'est entre les différentes catégories de Français, entre les salariés et les fonctionnaires, entre ceux qui travaillent et ceux qui sont retraités, et notamment entre ceux qui sont privilégiés par leur travail ou par les successions. Et sur les personnes, je pense que si l'effort n'est pas partagé, on a un problème démocratique qui est légitime. Et c'est là-dessus que, comme vous savez, il y a des idées qui sont en train d'être discutées, qui doivent être dans les limites de ce qui est raisonnable. Lesquelles?
On a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne quand le régime des non-dom a été supprimé et tous les investisseurs qui avaient acheté des mètres carrés à Milan s'en sont bien trouvés parce qu'il y a eu un vol au plan aérien de personnes fortunées de Londres vers Milan. Nous ne voulons pas ça, nous voulons que vous restiez toutes et toutes en France. Donc la limite, c'est que cet effort d'équité soit accepté et compris, et d'ailleurs, nous le ferons aussi dans le dialogue de façon à ce que... mais ces discussions, elles ont déjà commencé en début d'année, donc on est dans un cadre qui doit protéger notre économie, mais encore une fois, c'est un budget qui va être difficile pour les Français, puisque nous allons geler un certain nombre de prestations, nous allons geler les rémunérations des fonctionnaires, nous n'allons pas indexer les retraites. Donc, si cet effort n'est pas partagé, nous avons démocratiquement un problème que je suis sûr que nous pouvons tous comprendre. Mais encore une fois, il se fait dans les limites que j'ai indiquées. Nous voulons rester une des économies européennes en croissance. Nous devons d'autant plus le faire que nous avons la chance d'avoir une relation extrêmement étroite avec le nouveau gouvernement allemand. Ce matin, j'étais avec mon homologue ministre de l'économie allemande. On a le Conseil des ministres franco-allemands. Demain, on va passer la journée sur un agenda de développement économique. Donc, pour cela, il faut que notre économie fonctionne. Et donc, il faut que vous soyez motivés, que vous partiez de ces journées, cher Patrick, avec l'envie de continuer à investir, à recruter. C'est de cela dont le pays a besoin. Alors, on comprend que vous êtes venu rassurer les chefs d'entreprise, défendre cette ligne politique qui est la vôtre. Est-ce que vous comprenez aussi l'inquiétude qui peut poindre, sachant qu'il n'est pas garanti que cette ligne soit toujours d'actualité dans 15 jours ? Je comprends évidemment cette inquiétude, raison pour laquelle merci de m'interroger et merci d'avoir ce dialogue. Cette ligne, qu'est-ce qui la garantit ? Regardez l'Assemblée nationale. La majorité relative est toujours relative, mais elle est plus majoritaire puisque on voit bien qu'il n'y a pas d'alternative. Et les partis qui souhaitent voter contre le gouvernement le 8 septembre, à part éventuellement s'entendre pour voter contre le gouvernement, n'ont pas de projet commun. Et donc, c'est cette majorité relative qui est garante de cette ligne. J'ajouterais que nous avons démontré au début de l'année 2025, à la suite de la censure, en ayant ce budget 25, moi, il me semble que dans la difficulté du temps, dans l'incertitude de temps, et encore une fois, les résultats économiques le montrent, ce budget 25, il permet le développement économique. Il permet le développement économique. Alors souvent, on nous dit, mais ce budget de réduction du déficit, c'est pas bon pour la croissance. Mais ce qui est pire pour la croissance, c'est quand il y a une incertitude qui se traduit par un coût de financement du pays élevé. Et donc, nous pensons que dans la période, le fait de réduire le déficit, c'est bon pour la croissance, et c'est quelque chose qui est partagé, et on l'a démontré sur le budget 25, et je suis convaincu que nous allons le démontrer sur le budget 26. Alors, on va faire de la politique fiction. On va imaginer un instant que la continuité que vous venez d'évoquer soit possible. Nous sommes devant les entrepreneurs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les semaines, mois et j'ose dire années à venir pour que tous ces chefs d'entreprise qui sont devant nous ne posent pas le crayon ? Alors, je me suis déjà prononcé sur les éléments fiscaux. J'ai compris que vous aviez noté les points. Voilà, et on n'est clairement pas entre nous. Donc, c'est une déclaration publique. Il y a un agenda de simplification. Vous m'en parlez souvent. On n'y arrive pas. Il y a un agenda de simplification. On n'arrive pas à simplifier. Sur des sujets, et je ne vais pas vous faire l'insulte de développer les acronymes, vous les connaissez par cœur, CSRD, CS3D. Première chose que nous avons faite depuis que nous sommes arrivés, nous avons remis cela au travail à Bruxelles. Nous avons divisé par 4 le nombre d'indicateurs. Nous avons divisé par 4. La loi simplification que ma collègue Véronique Louwagie est en train de conduire au Parlement, le test PME, l'idée que chaque nouvelle norme soit testée avec les PME avant d'être soumise au vote, ça je pense que c'est une vraie avancée. Et puis le Premier ministre a dit que par ordonnance, on aura un certain nombre d'éléments de simplification. Je veux aussi rajouter un point. Le Premier ministre a décidé de donner plus de pouvoir aux préfets dans les départements pour coordonner l'action des services. Parce que, vous avez raison, c'est très important. Parce que pourquoi est-ce que les Allemands mettent 2 fois moins de temps que nous pour permettre qu'une usine s'installe? Parce que, et chacun dans son rôle, les différentes
administrations de l'État disent il faut faire ci. J'ai une très belle discussion avec le préfet du Morbihan sur la rénovation d'une route où il fallait aussi une piste cyclable et personne ne s'était mis d'accord. Il a dit écoutez, c'est simple, on va faire comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, il y a le tribunal administratif et ça a été fait comme ça. Les préfets, et j'ai eu la même discussion avec le préfet de l'Aube mardi, doivent prendre leurs responsabilités. Ils le font. On a des préfets magnifiques dans la République pour simplifier les choses. Donc cet agenda de simplification, il est d'une grande importance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour simplifier la vie des entreprises? Cher Bernard Fontana, depuis que vous avez pris la direction générale d'EDF, mandat courageux, d'abord, il nous faut nos 6 EPR et bravo d'avoir bouclé le financement, parce que nous avons un avantage compétitif dans la durée, c'est une énergie stable, une énergie décarbonée, la transformation écologique c'est essentiel, et Bernard, avec ses équipes, a passé des accords avec notamment les industries énergo-intensives, pour que cet avantage compétitif se traduise dans la compétitivité de notre économie, dans des entreprises qui se développent. Donc, c'est tous ces sujets sur lesquels nous continuons à travailler. Sur les négociations commerciales avec les Américains. Alors, certaines entreprises, certains secteurs, pardon, je vous coupe, ils ont le sentiment de sortir un peu perdant des négociations commerciales avec Trump. Et du coup, j'enchaîne sur potentiellement ce que vous alliez me dire, mais est-ce qu'il faut à l'avenir que la France ou l'Europe adopte une stratégie différente dans ces négociations, ou est-ce qu'on est satisfait de ce qui est sorti? Alors, j'ai 2 éléments de réponse. Je voulais effectivement qu'on parle des tarifs. Les tarifs étaient en moyenne de 4,8%. Ils passent à 15%, c'est plus 10%, c'est trop. Mais on était dans une offensive où nous étions attaqués par les États-Unis d'Amérique. Ma première réunion avec Scott Bessent, mon homologue, il voulait s'occuper de la TVA, des barrières non tarifaires, des tarifs évidemment, de la taxe sur les services digitaux. Donc c'était une négociation où face à cette offensive, on a redressé les choses, et moi je pense que 15%, même si on n'a pas eu les exemptions qu'on souhaitait, c'est beaucoup mieux que d'avoir eu 30% à la suite de rétorsions que nous aurions pu prendre, mais qui auraient d'abord frappé le consommateur américain. Donc ça permet en tout cas de stabiliser les choses, et nous pensions qu'une des priorités, d'ailleurs on a beaucoup dialogué sur le sujet, je ne veux pas dire que les entreprises endossent cet accord, ça c'est vraiment la responsabilité évidemment du gouvernement, mais il me semble qu'on a un accord qui nous permet de travailler. Cela dit, vous avez tout à fait raison Marie Viseau, il faut qu'on change tout à fait notre doctrine. En fait on était dans une doctrine de libre-échange qui n'est plus respectée par les 2 principales puissances économiques mondiales. Et dans ces cas-là, d'ailleurs, c'est un des enjeux du sommet franco-allemand de demain. Il faut que l'Europe se protège. Davantage. Il faut que l'Europe protège son industrie. Et nous sommes, et j'ai mis ça en priorité de mon action à Bruxelles, sur l'acier. Il faut qu'on ait cette limite de 15% et puis cette barrière tarifaire. Mais il faut que ces barrières, et je n'hésite pas à parler de barrières, de protection, elles permettent aussi de protéger notre chimie, qui est attaquée de façon très vigoureuse. Notre industrie automobile, si importante. Sur l'industrie automobile, les protections sont insuffisantes, il faut qu'on continue à y travailler. Et je pense plus profondément que l'Union européenne doit changer sa doctrine, de façon à ce que l'Europe, qui est une puissance considérable, 450 millions de consommateurs, joue de cette puissance sur le plan économique, comme d'ailleurs nous le faisons de façon beaucoup plus habile qu'on ne le dit sous l'initiative du Président de la République, sur l'aspect stratégique, dans la façon dont nous avons pu peser sur un dialogue très compliqué qui s'engage avec la Russie, conjointement avec les États-Unis, pour que nous ramenions la paix en Ukraine. Dialogue aussi, pardon, je ne veux pas être trop long, mais ça touche aussi à l'industrie, sur la défense européenne. Avec Sébastien Lecornu, nous avons eu une initiative pour réunir tous les investisseurs de la place, pour leur dire, et ça aussi ça change, beaucoup d'investisseurs considéraient que la défense, ce n'était pas conforme aux règles éthiques. C'est le contraire. La défense, ça protège notre démocratie, ça protège notre pays. Beaucoup d'investisseurs ont changé leurs règles pour financer une initiative très forte pour augmenter l'investissement dans la défense. Et nous avons obtenu, et je me suis battu pour ça, au niveau européen, pour que cette défense, évidemment, repose sur l'industrie européenne. Sachant que notre industrie de défense,
elle est très bonne et que, donc je suis certain qu'elle pourra en bénéficier. Je ne sais pas pourquoi Ross tu souris, mais il y a beaucoup d'ailleurs de PME qui sont derrière. Donc en un mot, oui, nous devons changer notre doctrine et nous y travaillons sous l'autorité du Président de la République et du Premier ministre à Bruxelles et demain avec les Allemands. Alors pour boucler et brosser un petit peu tout ce qu'on vient de se dire, vous nous avez donc rappelé que vous aviez lutté contre les fatalités françaises, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé, qui était le chômage, début de réindustrialisation et d'inversion de la courbe du déficit. On sait aussi que tout ça nous a coûté très cher. Et le président de la République l'a dit aussi, après avoir beaucoup dépensé, il va falloir beaucoup économiser. Le pays a perdu l'habitude de faire des économies. Comment on inverse un paquebot lancé à grande vitesse ? Avec beaucoup de calme, beaucoup de détermination, et il faut mesurer l'effort qui est demandé. Il y a deux façons de voir les 44 milliards d'efforts qui sont demandés. Il y a une autre façon de le voir, qui est de dire que les dépenses publiques de notre pays, qui représentent 1700 milliards d'euros, 57% du PIB, c'est 10 points de plus que la moyenne européenne, c'est 270 milliards de plus. 270 milliards de plus que ce que dépensent, proportion gardée, nos partenaires. Et ça représente pour le budget que nous proposons pour 2026, 30 milliards de plus. Mais la question, c'est que sur ces 30 milliards de plus, il y a un effort de défense, il y a l'augmentation du coût de la dette, il y a la contribution à l'Union européenne. Et donc on voit bien que si on ne maîtrise pas ces dépenses, c'est notre souveraineté, notre indépendance qui va être mise en cause. Et c'est pour ça que le Premier ministre, à juste titre, tient à ce que cette explication ait lieu devant les Françaises et les Français. Et donc, nous devons très méthodiquement travailler sur la maîtrise, notamment de notre modèle social, parce qu'en réalité, c'est quand même l'État qui a fait une bonne partie des efforts, sur la maîtrise de l'ensemble des dépenses publiques, et le faire dans le dialogue, qui est la seule façon de parvenir à un accord. Moi, je répète, pardon, mais je pense que c'est important. Nous sommes parvenus à un accord sur le budget 25 avec cette Assemblée nationale et il faut que nous arrivions au même résultat sur 2026 et nous pouvons le faire. Il faut que nous ayons un accord avec les collectivités locales. Il faut que nous ayons un accord avec la sécurité sociale. Et le dialogue est le moyen qui permet d'ailleurs aux autres pays d'avancer. Et moi, je suis très confiant sur notre capacité à le faire parce qu'avec tous les atouts que j'ai évoqués au début en termes technologiques, puis la force, votre force, on compte sur vous pour tout cela. D'ailleurs, si vous pouvez passer les messages à vos élus, ça va nous aider dans les moments qui viennent. Je me permets de faire appel à un ami. Voilà, passez ces messages. Nous avons tous les outils pour que notre pays soit un des pays leaders en matière de développement économique, dans l'équité, et dans un rôle où on n'a pas assez parlé de ça, on n'a pas assez parlé de décarbonation, mais qui nous permettent aussi d'avoir une économie décarbonée et d'être dans l'agenda 2050 d'une économie zéro carbone. Tout cela, si les Françaises et les Français le souhaitent, et c'est à eux à la fin de décider, c'est ça la démocratie, eh bien je suis convaincu que nous pourrons le faire. Et encore une fois, merci de votre engagement, merci de tout ce que vous faites. Et tous ces arguments, vous espérez que vos opposants politiques les entendront lundi prochain. Merci, Monsieur le Ministre, d'être venu nous exposer tout ça. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci, Marie Viseau, également pour cet entretien. On va poursuivre dans un instant.